Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après avoir parlé de Manchester City dans la vidéo d'hier, que je vous invite à voir si vous êtes intéressé, aujourd'hui on va parler d'une équipe, la championne d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, qui n'a pas encore vraiment démarré son mercato. Mais en ce moment, le PSG s'active petit à petit pour renforcer son effectif pour cette saison 2025-2026 et essayer de faire les mouvements corrects pour renforcer et être encore plus compétitif que la saison 2024-2025. Et comme d'habitude les amis, avant de rentrer dans les détails de ma vision de ce PSG 2025-2026, je vous invite déjà à liker, à commenter, à partager et surtout à s'abonner à la chaîne pour soutenir le travail et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Du coup, le PSG, globalement, ils sont un effectif, comme on le voit sur notre petit tableau favori. On a 4 gardiens pour le moment, avec Donnarumma qui est dans un dossier un peu chaud. On va parler tout à l'heure. Safonov, Arnaud Tenas et le nouveau recrue en provenance de l'AS Roma. Si je ne me trompe pas, oui voilà, Renato Marin, le jeune gardien italo-brésilien. Sur le poste de latéral droit, on n'a que Nuno Mendes. Et en tant que central gaucher, on a encore Pacho, la révélation de la saison dernière, Beraldo, Lucas Hernandez et on va dire l'un des anciens, Kipembe. Et sur le poste de latéral, pas latéral mais central droitier, on a le capitaine Marquinhos et Skriniar qui est de retour de près de Fenerbahçe. Oui voilà. Et à droite, donc latéral, on a Hakimi et Nordin Mukiele qui est de retour d'un prêt non concluant, non convaincant du Bayer Leverkusen. Et au milieu, on a beaucoup de milieux, surtout des milieux centraux. Pour ne pas citer que Renato Sanchez, je ne savais pas qu'il était encore au PSG. Carlos Soler, le jeune Mayoulou, Saïr Emery, qui pour moi est un profil, un joueur à relancer cette saison. Et les trois indiscutables pour le moment, Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Et un peu plus en avant, on a Marco Asensio. Et sur le fond de l'attaque, à gauche, Barcola, Kvaratskhelia. À droite, on a vraiment beaucoup de monde avec Dembélé, peut-être le futur Ballon d'Or, Désiré Doué, le futur Golden Boy, le Coréen Kang In Lee et l'arrivée de l'équipe jeune, en provenance de l'équipe jeune, Baye. Le Kwam Baye, international franco-sénégalais, et il vient de l'équipe jeune. Et sur le poste de vrai numéro 9, on a bien sûr Gonzalo Ramos et Randal Colomoni qui revient d'un prêt de la Juventus. Du coup, comme d'habitude, on va essayer de faire poste par poste qui sont les indésirables qui doit être gardé, mettre en sécurité, c'est-à-dire faire les renouvellements de contrat. Et bien sûr, on va essayer de chercher les pistes pour renforcer cet effectif-là. Bien sûr, on commence avec les gardiens de but. Là, vraiment, il y a un dossier sur le gardien titulaire, Donnarumma. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
le 8e salaire le plus élevé de l'équipe. Mais son contrat expire l'année prochaine. L'année prochaine, Donnarumma est agent libre. Et d'après les dernières nouvelles, on dit que Donnarumma veut rester, mais et va quitter le club librement. Mais d'après les dernières nouvelles aussi, le PSG va s'offrir le service d'un autre gardien, d'un très bon gardien de Ligue 1, Lucas Chevalier. Et c'est là que un petit conflit, comment gérer ces deux gardiens-là. Est-ce que garder Donnarumma et intégrer Chevalier petit à petit, c'est-à-dire lancer une petite concurrence sur la dernière année de contrat de l'Italien, est une bonne idée. Garder les deux, pour moi, c'est un peu difficile parce que ce sont tous des bons gardiens. On se souvient, à Barcelone, Luis Enrique, il avait Claudio Bravo et Ter Stegen à ses débuts, et il les fait permuter en Liga, c'était Bravo, et en Champions League et en match de coupe, c'est Ter Stegen. Est-ce que Donnarumma peut accepter ça, lui en Ligue 1 et Chevalier en coupe, ou l'inverse, Chevalier en championnat et Donnarumma pour les matchs de Champions League et les matchs de coupe? Je pense pas, parce que bien sûr aussi, comme on l'a dit souvent, il y a le facteur Coupe du Monde à la fin de la saison. Donnarumma, il doit être le numéro 1 de l'équipe nationale. Et du coup, la bonne option pour moi, c'est, si Chevalier arrive, c'est de laisser partir Donnarumma avec une petite indemnité de transfert. Je sais pas qui s'intéresse à lui. Peut-être le Bayern. Pourquoi pas le Bayern aussi. Parce que Neuer, il est en fin de contrat l'année prochaine. Chelsea, ils ont dit qu'il faut redonner leur confiance à Sanchez. Real, il est encore courtois. Le Barça, ils viennent d'acheter Juan Garcia. Et je pense que, et City aussi, ils viennent d'acheter Trafford. Et je pense que la meilleure option pour moi, pour Donnarumma, c'est le Bayern, pour donner la suite à la dynastie de Manuel Neuer. Donc, si Chevalier part, je pense que Donnarumma, il faut le vendre. Même en prêt, c'est pas la peine parce qu'il sera en fin de contrat en juin 2026. Mais c'est un peu dommage pour lui parce que c'était l'un des piliers de cette grande saison, l'une des saisons les plus remarquables, les plus monumentales de ce PSG. Gagner la Ligue des Champions, c'était l'un des acteurs qui a permis à ce PSG de remporter cette Ligue des Champions. Mais avec l'arrivée de Chevalier, je pense que ce sera difficile de trancher vraiment entre les deux. Si les deux restent, ce sera difficile. Et si Donnarumma reste, je pense que ce ne sera pas pour terminer son année de contrat. Peut-être qu'il fait aussi un renouvellement de 2 ans, de 3 ans. Et bien sûr, qui renouvellement dit augmentation de salaire. Il est à 12 millions, presque 13 en ce moment. Il veut peut-être s'aligner avec les Skriniar au moins, ou Asensio à 15 millions. Pourquoi pas. Mais si Chevalier arrive, il faut se séparer de Donnarumma et je le verrai bien au Bayern. Voilà. Et bon, Donnarumma, on le laisse partir. Et pour les restants, entre Safonov et Tenas, Arnaud Tenas,
il n'a plus que une année de contrat. Je pense que on devrait le garder, pourquoi pas, et le laisser partir libre, ou bien le renouveler, parce que il est jeune. Il a quel âge, Tenas? Il n'a que 24 ans. Et mettre Safonov en prêt en Turquie, pourquoi pas? Je sais pas, mais c'est juste des avis personnels. Mais Safonov en prêt, j'opterai pour cette option. Du coup, on aura ces 3 gardiens dans l'effectif, de très bons gardiens, surtout Lucas Chevalier, un très bon gardien de Ligue 1, surtout en Champions League, on l'a vu aussi, mais dommage que Lille soit éliminé dès les 16e de finale. Mais Lucas Chevalier, c'est vraiment un gardien de Ligue 1, et avec l'exposition PSG, il aura encore la possibilité de montrer un peu plus sa capacité dans les buts et de s'améliorer un peu plus sur la palette technique, le jeu au pied et tout ça. Bon, on a fini avec les gardiens. Sur le poste de latéral gauche, je ne trouve pas des pistes, mais on peut un peu bricoler en backup de Mendes. Pourquoi pas mettre Lucas Hernandez. Et Lucas, en ce moment, c'est le 8e salaire. Il lui reste encore 300 de contrat. Et il demande, d'après les nouvelles, être un titulaire. Mais pour être titulaire, tu dois te battre. Et tu dois aussi un peu renforcer ton bagage athlétique. Parce que il est vraiment faible. Athlétiquement, il a subi de grosses blessures de ligaments croisés. Mais un Lucas Hernandez en backup de Mendes est pour moi une bonne option. Et entre Beraldo et Kipembe, je pense que Beraldo, il n'est pas vraiment compatible au système de Luis Enrique. Oui, il a un peu de bagage athlétique, mais dans les relances, dans la lecture du jeu, il a un peu de difficulté. Et pourquoi pas l'envoyer en prêt en Liga pour vraiment s'adapter à un système de jeu espagnol et augmenter un peu plus en qualité technique. Ce serait bien une bonne option. Envoyer Beraldo en prêt et garder Kipembe, bien sûr, qui n'a plus que un an de contrat. Kipembe sera libre la saison prochaine, à la fin de la saison, et il n'est pas vraiment très cher niveau salaire. 7 millions, c'est pas mal. Et voilà pour le poste de central gaucher. Et sur le central droitier, bien sûr, on va laisser partir Skriniar, qui est aussi un joueur pas compatible au système. Désolé. Un système de jeu de Luis Enrique. Milan Skriniar, 3e gros salaire, 2 ans encore de contrat. Tu peux le refondre, pourquoi pas le fondre là où il a été prêté au Fenerbahçe. Et avec Mourinho, il peut vraiment s'adapter, être le patron de la défense de l'équipe du Mou. Donc, voilà, on va laisser partir Skriniar. Et d'après les dernières nouvelles aussi, les Parisiens s'activent sur le central ukrainien Sabarny. Ouh là 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 là. Voilà.
il y a Sabarni, un jeune défenseur de 22 ans, une très bonne option pour moi, qui a joué presque tous les matchs de la première ligue, 3384 minutes au total. Un joueur, vraiment, si on regarde un peu ses stats avancées, oui, défensivement, il est pas mal, il est solide. Sur la palette offensive, il peut s'améliorer. Et si le Paris s'intéresse à lui, je pense que Luis Enrique l'utilisera très bien dans son système. Et bien sûr, ce sera aussi un moyen de préparer l'avenir avec l'après Marquinhos, bien sûr. Et si Zabarni arrive, il sera bien sûr un joli backup pour Marquinhos. Et pourquoi pas être le prochain titulaire dans cet axe central. Sur le côté droit, on a Hakimi. Il reste bien sûr. Il a encore 3 ans de contrat. Mais pourquoi pas lui donner une petite augmentation. Pourquoi pas le donner un nouveau contrat pour le sécuriser. Et s'il veut partir après, tu peux le vendre à un prix intéressant. Il a quel âge, Marquinhos? Il n'a que 26 ans. Ton 200 à 28 ans, tu peux le refondre à 60-70 millions. S'il performe toujours à ce niveau-là, ce sera une belle option pour moi. Bon, Hakimi, on le garde bien sûr. Mukele, on le laisse partir. Voilà. Je sais pas où, mais on le laisse partir. Et le problème, c'est que c'est qui le backup d'Hakimi? Et en plus que Hakimi, il va partir à la CAN avec le Maroc. Et surtout que la CAN, c'est au Maroc cette année. Je pense qu'il faudra vraiment trouver un vrai latéral qui peut être le backup d'Hakimi durant cette période-là, la période de la CAN, et le laisser le faire lui donner des temps de repos. Et pour moi, la piste, c'est le latéral droit de Chelsea. Bon, c'est un Lyonnais. Le PSG s'arrachera encore le service d'un Lyonnais si ça se passe. Mais Malo Gusto, il a bien progressé cette saison. Il a joué plus de 2800 minutes. Et il a aussi vraiment des bonnes statistiques. Bon, ce n'est pas encore un latéral vraiment offensif comme Hakimi. Il ne marque pas beaucoup. Il ne fait pas beaucoup de passes décisives. Il n'a même pas marqué de but, mais il a délivré 3 passes décisives au total lors de la dernière saison. Mais sur sa capacité dans la construction, dans la projection, c'est un profil très très intéressant comme Hakimi. Et du coup, je pense que avoir Malo Gusto, acheter Malo Gusto, s'arracher ses services, et surtout que il n'est pas si cher que ça. Il est où déjà? Voilà. Il est à 2 700 676 euros de salaire brut par an. Un contrat jusqu'à 30 millions pour l'arracher à Chelsea. Je pense que il faudra payer le chèque aux environs de 60-70 millions. C'est un peu cher payé, mais ça vaudra le coup. Tu le proposes un salaire à 5 millions comme Badiachil, ça peut le faire. Et je pense que pour moi, c'est vraiment un latéral qui peut être un vrai backup à Malo Gusto. Et
si ça ne se fait pas, si c'est un peu difficile, pourquoi pas essayer avec Zahir Emery et le relancer vraiment dans cette équipe-là, dans ce PSG-là. Zahir Emery, il a la capacité et il a déjà joué un peu sur ce poste-là, mais être un backup d'Hakimi et le faire progresser, lui donner la chance de reprouver que il a la capacité de s'imposer aussi dans cette équipe, pourquoi pas. Et tu ne sors pas pour que tu ne dépenses pas, tu bricoles un peu, tu donnes la confiance à tes jeunes joueurs. Parce qu'il est où, Zahir Emery? Il a encore 4 ans de contrat en presque 12 millions de salaire brut. C'est un peu cher, donc tu dois le rentabiliser. Et il a quel âge? Il n'a que 19 ans. C'est encore la jeunesse. Et voilà. J'essaierai cette option-là pour Zahir Emery. Et au milieu maintenant, bon, Renato Sanchez, tu le fais, bien sûr. Je ne sais pas quel club serait intéressé. Peut-être les Saoudiens, pourquoi pas. Tout comme Carlos Soler. Et il peut retourner en Liga, pourquoi pas. Et je vends aussi Asensio. Et là, si tu vends Asensio, tu libères aussi un peu de masse salariale. Pas un peu, mais une grosse part de masse salariale. Carlos Soler aussi, tu libères de la masse salariale. Bien, si tu vends un joueur, tu libères de la masse salariale. Renato Sanchez, bien sûr, tu libères 6 millions, 5 millions et presque 15 millions. Là, tu peux un peu faire du recrutement. Et Asensio, il est là, ouais. Et le premier piste pour moi, c'est bien sûr. Il est où? Non. Non. Le voici. Le jeune joueur de Monaco, Akliouche. Magnès Akliouche. On va voir. Vraiment, Akliouche, c'est vraiment un profil parfait pour l'un des profils parfaits pour le PSG. Il joue en tant que ailier droit. Il peut jouer ailier droit et il peut jouer aussi en numéro 10. La saison dernière, il a claqué 7 buts au total, 12 passes décisives. Mais sa capacité à être un élément perturbateur dans le jeu, c'est vraiment l'un des profils parfaits, comme je l'ai dit, pour ce PSG. Et dans les capacités défensives aussi, vu ces statistiques-là, il a une bonne lecture du jeu, les tacles, les interceptions. Et si on descend un peu, voilà, ces statistiques avancées sur les créations d'actions dangereuses, sur ces passes complets, statistiques de passes, c'est vraiment une bonne option pour Paris. Et si on regarde un peu du côté financier, il est où? Il ne touche que 1 million 200 millions d'euros. Et encore 3 années de contrat. Tu peux lui donner un peu plus de 5-6 millions, pourquoi pas. Et l'acheter aux environs de 50 millions à Monaco. C'est vraiment une bonne option pour renforcer ce milieu. Et il peut jouer aussi à droite. Et bien, il est polyvalent sur ce côté droit là. Mais si on cherche vraiment
une option pour renforcer le milieu. Ma première option, l'autre option, mais c'est pas la première, mais l'autre option c'est pourquoi pas Gavi. Oui, il est un peu cher. Il est où Gavi? Il est un peu cher. Voilà. Il y a 9 millions, presque 9 millions 400 annuels brut en salaire. Il lui reste 5 ans. Pourquoi pas proposer au Barça un prêt et payer la moitié de son salaire. Et Gavi, c'est vraiment un Luis Enrique compatible. On l'a déjà vu avec lui en sélection. Et c'est vraiment un milieu qui va courir, qui va être un chien de pression. Comme joueur en FS, il peut récupérer, il peut défendre. Avant sa grosse blessure, il était vraiment un joueur très 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 utile dans le Barça. Mais je pense qu'avec le système Tansiflick, il est un peu perdu. Mais s'il joue vraiment dans un pur 4-3-3 avec 3 milieux qui est vraiment une plaque tournante qui se permute beaucoup, il n'y a pas vraiment de numéro 6 et tout ça. C'est vraiment une bonne option pour moi, pour Gavi, de relancer sa carrière. Et un autre profil aussi, un peu comme Gavi, c'est non, pas pareil là, mais il est où déjà? Voilà, Camavinga. Mais comme il est Camavinga, il a un peu moins joué la saison dernière en raison des blessures et des problèmes collectifs dans ce Real là. Mais c'est bien sûr un milieu très 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 intéressant, un milieu récupérateur, et il peut se projeter aussi un rôle à la Fabian Ruiz, parce que c'est Fabian Ruiz qui se projette le plus parmi ces 3 milieux là. Mais il peut faire aussi le rôle de joueur Nefes, Vitinha. Et financièrement, c'est un peu cher aussi pour Camavinga. Il est déjà à 12 500 euros de salaire brut par an. Et je pense qu'il ne descendra pas de ça. Mais un prêt avec le Real, pourquoi pas. Tu peux arracher ses services et le tester dans ce système. Mais l'autre piste, c'est vraiment le piste de gros achat, c'est Barella. Voilà. Barella, c'est peut-être le profil comme Vitinha, un milieu créateur, récupérateur qui travaille beaucoup et qui peut mettre des longs ballons, organiser le jeu dans cet entrejeu-là. Et je pense que c'est la piste la plus chère, malgré que Barella, c'est vraiment un milieu vraiment qui va s'adapter à ce système Luis Enrique. Il peut casser des lignes avec ses passes longues et tout ça. Il peut se projeter, mais c'est déjà le deuxième salaire de l'Inter, et s'arracher son service, tu dois au moins payer aux environs des 80 millions. C'est un peu cher, mais d'après moi, le PSG sur ce mercato là, je pense qu'ils ne vont pas faire un grand move, un grand recrue, mais ils vont essayer d'économiser un peu, mais juste renforcer quelques postes. Et le mercato prochain, ou au mercato hivernal, ils vont vraiment faire pas des bonnes recrues, mais des gros achats à gauche ou à droite, voilà. Mais pareil là, c'est vraiment l'option la plus chère. Mais si je reste un peu dans ce qui est possible en ce moment, je resterai avec Akliouche et
Gavi, qui est un Espagnol et qui peut vraiment s'adapter rapidement dans le système de jeu de Luis Enrique. Et bon, voilà les milieux. Je vais mettre Kliuch comme un milieu, même s'il peut jouer aussi à droite. Mais avec Gavi, tu peux, et il y a encore le jeune Mayulu, tu peux faire vraiment reposer tes cadres là pour les grands matchs. Pourquoi pas donner un peu plus de concurrence à Vitinha, à João Neves ou à Fabian Ruiz. Maintenant, sur le front de l'attaque, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est Kangili, est-ce que tu le gardes? Il est pas cher, il a encore 300 de contrat. Je pense que il peut être encore utile dans la rotation. Et aussi que Dembélé, il va être utilisé comme la saison prochaine, la saison dernière, en tant que faux neuf, comme ça. Du coup, il y aura de la place pour Kangili et Désiré Doué, et bien sûr à Kliuch. Mais le jeune Mbaye, comment on le prononce, je sais pas, mais le jeune Mbaye, je pense que c'est déjà est-ce que on le remet dans l'équipe jeune pour qu'il il progresse un peu encore, il progresse encore un peu, voilà. Mais si on le garde dans l'effectif premier, c'est pour la rotation. Voilà, sur ce côté. Et sur le côté gauche, on garde comme ça. Et Désiré Doué aussi qui peut jouer sur ce côté. Il est polyvalent. Et on va maintenant parler de ces deux-là, Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Je pense que Kolo Muani, la Juve s'intéresse vraiment à lui pour le garder. Mais un prêt ne suffit plus au PSG. Si je ne me trompe pas, et ils doivent payer une indemnité de transfert. Et Kolo Muani, il touche presque 10 millions annuels, 3 ans encore de contrat, une somme aux environs de 60 millions, 50 millions sera parfait pour le vendre pour moi, malgré un achat très cher, 90 millions. Mais pourquoi pas, une autre option pour Kolo Muani, c'est de retourner en Allemagne, à Francfort, pour remplacer Ekitike, qui est allé à Liverpool. Je pense que retrouver la Bundesliga lui fera encore plus de bien. Et bien sûr, il y a toujours l'option Coupe du Monde à la fin de la saison. Un prêt à Francfort ou un achat de la part de Francfort avec l'indemnité de Ekitike là. Je pense que ce sera une bonne option pour Kolo Muani, pour le PSG et pour Francfort. Sauf si la Juve met le paquet aussi. Et pour le cas Gonzalo Ramos, lui vraiment, c'est un peu difficile parce que c'est un profil de numéro 9. Et dans ce système de jeu là, Luis Enrique jusqu'à présent, il aime les faux numéro 9. Il peut jouer avec Kvaratskhelia dans l'axe, Barcola dans l'axe, Désiré Doué dans l'axe, même à Kliuch s'il arrive vraiment, il peut le faire jouer comme ça. Et du coup, Ramos, je pense que c'est mieux pour lui de trouver une entente avec le PSG et un club qui s'intéresse vraiment à son profil, un numéro 9, un pur 9. Pourquoi pas aller en Premier League? Pourquoi pas? Là, si Isaac part de Newcastle, pourquoi pas aller à Newcastle pour se relancer et gagner sa place, bien sûr, dans la liste du Portugal lors de la prochaine Coupe du Monde.
voilà l'option pour moi pour Gonzalo Ramos. Un prêt ou une fonte dans un club de première ligue, pourquoi pas. Même Tottenham, tu peux encore gagner ta place là-bas. Je sais pas, mais Ramos, il a vraiment la capacité à s'imposer dans un club. Mais il n'est pas Luis Enrique compatible jusqu'à présent. Et voilà, Gonzalo Ramos, je le fonds ou un prêt. Du coup, on aura cet effectif-là pour le PSG. Et à Cluj, je vais le mettre aussi comme Dembélé, numéro 1 faux 9. Et au milieu, on n'aura que 4 milieux. C'est un peu court, mais avec la polyvalence et la variabilité de ce système de jeu de Luis Enrique, tu peux mettre Canguilhem dans ce milieu, Désiré Doué dans ce milieu, Akluj dans ce milieu, et même Zaïre Emery, il peut aussi faire un milieu. Mais je pense que si dans mon monde parfait, si font Malo Gusto, je mets Zaïre Emery bien sûr dans le milieu en tant que milieu, comme ça. Et si je fais un peu le 11 qu'on peut concocter avec cet effectif-là, bien sûr, on aura Chevalier dans les buts. Marquinhos, Pacho, ça ne bouge pas. La ligne de 4, ça ne bouge pas. Au milieu, on pourrait mettre, je pense que ça ne va pas encore bouger. João Neves, Fabian Ruiz, Gavi, Fabian Ruiz, Vitinha, désolé. Alors, en attaque, Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, comme ça. Voilà. Je pense que le 11, ce sera toujours comme ça. Et en backup, bien sûr, on aura au gardien Tenas Renato, Malo Gusto en tant que backup de Hakimi, Savarni pour Marquinhos, Kipembe pour Pacho. Mais la saison prochaine, il faudra penser à un backup de Pacho. Lucas Hernandez aussi, il faudra traiter son dossier. Au milieu, on aura Zaïre Emery, Gavi, Mayoulou, comme ça. Voilà. Et en attaque, je pense, je mettrai Akluj comme backup de Dembélé et Canguilhem et Baye. Voilà. Voilà les amis. C'est un peu ma vision de ce PSG. On verra ce qu'ils feront, bien sûr, sur ces derniers jours de Mercato. Mais le plus gros dossier, bien sûr, c'était Chevalier et il est où Donnarumma. Dommage. Mais comme je l'ai dit, garder les deux, ce sera très difficile. Et si tu recrutes Chevalier, c'est pour qu'il soit titulaire dans cette équipe, mais pas un deuxième gardien, un backup de Donnarumma. Donc, on verra, mais pour moi, ce sera comme ça le PSG 2025-2026. Ok les amis, si la vidéo ça vous a plu, elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le travail de la chaîne et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et je vous dis à la prochaine.